Nous sommes le fruit d'un miracle. Le résultat extraordinaire de 4 milliards d'années d'évolution. Depuis l'ADN de nos cellules jusqu'aux pensées qui nous traversent l'esprit, tout ce qui nous constitue nous a été légué par notre passé, par les ancêtres qui ont rendu notre existence possible. Imaginons que nous puissions remonter le temps, rencontrer les premiers hommes, voir nos ancêtres échapper aux catastrophes naturelles et aux prédateurs, revivre chacune des étapes déterminantes de notre évolution. De la terre ferme, replongée dans l'eau, là où tout a commencé. Partons à la rencontre de notre plus vieil ancêtre, la toute première créature vivante. Cette odyssée va suivre le principe le plus créatif du monde vivant, la sélection naturelle. Voici l'histoire incroyable et improbable de tout ce qui a fait de nous des êtres humains. Une boule de roche et de poussière tourne dans le froid du vide sidéral. Cette boule, c'est notre planète, il y a 4 milliards d'années. Sa surface incandescente est constamment bombardée d'astéroïdes. L'atmosphère ne contient pas d'oxygène. Elle est composée d'un cocktail toxique de dioxyde de carbone, d'azote et d'hydrogène. Malgré ces circonstances défavorables, c'est dans ce creuset infernal que, contre toute attente, la vie va apparaître. Malgré de nombreuses théories, nul ne sait exactement où et comment la vie est apparue. Mais cela n'a pas pu se produire sans eau. L'eau a surgi des entrailles de la Terre, ou bien elle a été apportée par les astéroïdes et les comètes. Ces corps célestes ont peut-être aussi transporté des molécules organiques qui foisonnent alors dans les océans. De violentes tempêtes secouent la planète. Des millions d'impacts de foudre s'abattent chaque jour sur la Terre. Il est possible qu'un seul éclair ait déclenché une série de réactions en chaîne inattendues. À ce moment-là, des molécules organiques s'unissent en une séquence bien précise pour former un amas de matériel génétique. Une couche gélatineuse recouvre la première chaîne d'ADN. La toute première cellule prend forme. À l'intérieur, un phénomène extraordinaire se produit. Les gènes transmettent des ordres chimiques. Il y a 3,5 millions d'années, ces instructions génétiques ordonnent à l'ADN et à la cellule de se dupliquer pour créer un clone parfait. Voici le tout premier être vivant. Chaque animal, chaque insecte, chaque plante et vous-même avez pour origine ultime cette seule et unique cellule. C'est ici et maintenant que la vie commence. Pendant plus de 2 milliards d'années, le vivant se résume à une multitude d'organismes unicellulaires. Et puis, il y a 1 milliard d'années, 2 cellules fusionnent et leurs gènes s'unissent. Lorsque cette cellule double se duplique, ces clones ne contiennent plus seulement les gènes d'une cellule, mais de 2. Ce sont les gènes de ses parents. C'est cet accident providentiel que nous appelons sexualité. La sexualité perfectionne un phénomène qui est à l'œuvre depuis que la vie existe. Lorsque les cellules se reproduisent, des imperfections peuvent s'immiscer. Des gènes se retrouvent écartés ou réorganisés.
Quelquefois, le hasard veut qu'un de ces mutants soit mieux adapté à la survie. Il vit donc plus longtemps et se reproduit davantage. Ce phénomène qui permet à chaque être vivant de s'adapter à son environnement est le principe fondamental sur lequel repose l'évolution, la sélection naturelle. Les ramifications de l'arbre de la vie donnent jour à des milliards d'espèces, mais une seule branche mène jusqu'à nous. Voici des cyanobactéries. Elles ne font pas partie de nos ancêtres, mais elles jouent un rôle déterminant dans notre destinée. Elles sont parvenues à extraire de l'énergie de la lumière du soleil. Ce phénomène, qui est appelé photosynthèse, produit des rejets sous la forme d'un gaz, l'oxygène. Il emplit les océans et l'atmosphère et produit une couche d'ozone. Cette couche protège la surface de la Terre des rayonnements solaires dangereux et rend ainsi notre évolution possible. Grâce à cet apport d'oxygène, le corps unicellulaire laisse la place à un organisme simple, comme les éponges, composé de milliers de cellules coordonnées. Un spasme, c'est l'apparition des premières cellules musculaires. Au bout de millions d'années d'évolution et d'innombrables générations, notre ancêtre a pris la forme d'un ver. Si nous pouvons bouger, c'est grâce à une infime modification apparue il y a 550 millions d'années sur un ver aquatique de la taille d'un crayon. À la même époque, les mutations génétiques créent une différenciation sexuelle entre mâles et femelles. Toutes les romances du monde remontent à ce moment précis. Mais il est délicat de trouver un partenaire et un repas lorsque tous les êtres vivants sont aveugles. Dans ce monde obscur, la moindre capacité d'y voir quelque chose serait un avantage décisif. C'est ainsi qu'il y a environ 550 millions d'années, la plus innovante des inventions du monde vivant commence à prendre forme. Une poignée de cellules de peau se met à muter. Grâce à elle, le ver aquatique distingue la lumière de l'obscurité. Il peut donc trouver plus de proies et mieux échapper à ses prédateurs. Il vit plus longtemps et accroît sa descendance. Les créatures dotées de cellules photosensibles se hissent rapidement au sommet de la chaîne alimentaire. Sur d'innombrables générations, la sélection naturelle continue de perfectionner cette aptitude, jusqu'à ce que nos ancêtres possèdent un nouvel organe, des yeux. L'apparition des yeux correspond au moment où l'évolution est la plus foisonnante de toute l'histoire du vivant. C'est l'explosion cambrienne. Il y a beaucoup à voir et beaucoup à analyser. Au cours de milliers de générations, des cellules nerveuses se regroupent derrière les yeux. Guère plus gros qu'une tête d'épingle, cet amas cellulaire va devenir le plus mystérieux et le plus complexe de tous les organes. Il appartient à un poisson primitif du nom de Milocunmingia. C'est le premier de nos ancêtres à avoir un cerveau. Il a une autre caractéristique qui va s'avérer fort utile. Un tube de tissu élastique appelé notocorde. Elle annonce notre colonne vertébrale, sans laquelle nous ne pourrions pas nous tenir debout. Des cellules musculaires réunies autour d'une veine font pression sur elles pour faire circuler le sang dans l'organisme. Voici peut-être le tout premier battement de cœur. Il propulse l'oxygène plus loin et plus rapidement à travers les vaisseaux sanguins. Notre Milocunmingia peut donc se déplacer plus vite et couvrir plus d'espace. Il est gonflé à bloc, rien ne lui fait peur.
Mais il ne peut rivaliser ni en vitesse, ni en intelligence avec ce monstre. Baptisé Anomalocaris, c'est le super prédateur des océans du Cambrien. Il est long d'1 mètre et sa bouche est équipée de plaques tranchantes comme des lames de rasoir. Anomalocaris fait régner la terreur dans les profondeurs. Pour notre Milocum minja, les chances que son espèce soit éradiquée sont inquiétantes. Lorsque les premiers humains font leur apparition, 99% de toutes les espèces qui ont vécu sur Terre ont déjà disparu. Mais un coup de pouce génétique aide Milocum minja à prendre du poil de la bête. Nos mâchoires et nos dents commencent leur histoire il y a 500 millions d'années, sous la surface des eaux. Au cours de plusieurs millions d'années et au travers de milliers de générations, le chétif Milocum minja s'est changé en un poisson cuirassé. Il est à la fois gros, plus de 30 cm de long, et résistant grâce à sa carapace de plaques articulées. Mais cela ne suffit pas. Notre ancêtre trouve refuge dans des eaux peu profondes. Mais il s'expose à une nouvelle menace, l'étouffement, car l'eau est stagnante. À court d'oxygène, les cellules de l'organisme meurent peu à peu et le sang se retrouve saturé de dioxyde de carbone. Il ne peut ni retourner sur le territoire de ses prédateurs, ni rester ici. Il ne lui reste qu'une seule issue, risquer une tête hors de l'eau. Alors que nous parcourons en accéléré les 4 milliards d'années d'évolution qui nous séparent des tout premiers êtres vivants, nous sommes à un moment crucial de notre récit. Notre ancêtre, un poisson cuirassé, suffoque dans une mare d'eau stagnante. Son avenir, et le nôtre, semble compromis. Mais grâce à la sélection naturelle, son corps parvient au bout de milliers de générations à s'adapter suffisamment pour accomplir ce qu'aucun poisson n'avait encore fait. Il respire hors de l'eau. Il aspire l'air dans un nouvel organe, le poumon. Prenez une grande inspiration. Si c'est possible, c'est parce qu'un poisson féroce a acculé notre ancêtre dans une mare stagnante et l'a forcé à trouver de l'oxygène à l'air libre. Sans ce prédateur, nous vivrions peut-être encore dans l'eau. Voici Ichthyostega. Cet étrange animal peut encore utiliser ses branchies. En fermant un clapet dans sa gorge à l'aide des muscles de son diaphragme, il empêche l'eau de pénétrer dans ses poumons. Aujourd'hui, nous n'avons plus de branchies, mais il nous reste ces muscles ainsi que le clapet, notre glotte actuelle. Les muscles de notre diaphragme sont parfois pris de contractions. C'est le hockey. Avec ses 4 membres et son cou, Ichthyostega peut maintenant sortir la tête de l'eau. Derrière lui, un marécage. Face à lui, un paradis. C'est un choix simple à faire, mais dont les conséquences vont être colossales. À ce moment, notre histoire change à jamais. C'est pour cette raison que nous vivons sur la terre ferme. Mais l'accès à cette nouvelle nourriture a un prix. Les rayons du soleil assèchent la peau de notre ancêtre. Le sol dur endommage la surface trop molle de ses pattes. Ichthyostega n'est encore qu'un poisson hors de l'eau.
Nos ancêtres ont beau avoir échappé au menu de leurs prédateurs aquatiques, leurs espoirs fondent comme neige au soleil. Nombreux sont ceux qui périssent. Mais par le biais de la sélection naturelle, et au bout de plusieurs millions d'années, certains parviennent à s'adapter. Une peau plus épaisse les prémunit de la morsure du soleil. Tandis que leurs pattes sont protégées par des griffes solides qui deviendront un jour nos ongles. Ce petit animal s'appelle Casineria. Nos ancêtres se sont adaptés à la vie terrestre, mais pas leurs œufs. Une coquille solide leur permettrait de ne pas sécher au soleil, mais rendrait leur fécondation impossible. La solution ? Féconder l'œuf avant la formation de la coquille, à l'intérieur même de la femelle. C'est ici que commence la sexualité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et voilà le résultat, un véritable chef-d'œuvre de l'évolution, un œuf recouvert d'une coquille solide qui renferme l'ensemble des nutriments nécessaires à l'embryon. La reproduction sexuée constitue le meilleur moyen d'augmenter la diversité génétique et donc d'assurer la survie de notre espèce. Casineria, le premier de nos ancêtres à vivre exclusivement sur la terre ferme, apparaît voici 340 millions d'années. Mais vivre au sec implique de relever de nouveaux défis. En plus de respirer l'air et de se déplacer sur un sol irrégulier, il faut affronter une profusion de nouvelles stimulations olfactives, acoustiques et visuelles. Assailli d'informations, le cerveau de notre ancêtre évolue. La première créature à s'être aventurée hors de l'eau a depuis engendré des millions d'espèces différentes. Chaque espèce a de nouveaux rivaux à qui elle doit disputer sa nourriture. Au cours de milliers d'années d'évolution, les mâchoires de notre ancêtre s'équipent de muscles plus puissants grâce auxquels il peut manger plus rapidement et davantage de nourriture. Et ça se voit. Ce colosse carnivore s'appelle Varanops. Quant à ce petit maigrichon, c'est Protorosaurus. Autrefois rival de Varanops, il est désormais une proie. Tous deux ont évolué à partir d'un même ancêtre commun, mais chacun a suivi sa voie sur une branche différente de l'évolution. Celle de Protorosaurus va engendrer les reptiles et les oiseaux. La branche de Varanops conduira, elle, aux mammifères. Mais ne brûlons pas les étapes. Il y a 250 millions d'années, en Sibérie, une catastrophe se prépare. Un cataclysme qui va anéantir 95% de tous les êtres vivants. Un gigantesque flot de magma surgit des entrailles de la Terre. La roche en fusion qui se faufile dans les failles de la croûte terrestre recouvre bientôt d'une couche de 500 mètres d'épaisseur une région de la taille de l'Europe. Le phénomène va se prolonger pendant 500 000 ans. Les éruptions volcaniques rejettent des centaines de milliards de tonnes de dioxyde de carbone toxique, entraînant un réchauffement climatique spectaculaire. C'est l'extinction Permien-Trias, la plus importante calamité à avoir jamais frappé la vie sur Terre. Seules quelques espèces parviennent à s'en sortir. Parmi elles, nos ancêtres. On retrouve aussi des cousins du chétif Protorosaurus,
desquels descendront plus tard les dinosaures. Dans notre voyage à travers l'évolution, cela fait déjà 30 millions d'années que des éruptions volcaniques ont balayé 95% de toutes les créatures vivantes. Au cours de cette période, la taille de notre ancêtre a réduit jusqu'à avoisiner celle d'un chat. Et sa peau s'est couverte de pelage. Voici Ecténignon. Il vit durant le Trias. Cette ère est marquée par l'émergence de deux classes d'animaux. Les mammifères et les dinosaures. Herrerasaurus est un carnivore. Il descend des petits reptiles qui ont survécu à l'extinction Permien-Trias. Les dinosaures se sont adaptés à ce nouveau monde plus rapidement que nos ancêtres. Ils ont un coup d'avance et dominent la chaîne alimentaire. Herrerasaurus est rapide, puissant et vorace. Ecténignon est sérieusement menacé par cet implacable produit de l'évolution. Quelques millions d'années et d'innombrables mutations génétiques plus tard, nos ancêtres ont encore évolué. Ils ont été réduits à la taille de musaraignes, ce qui les rend plus difficiles à attraper. Et comme ils sont devenus nocturnes, ils sont aussi plus difficiles à voir. Il a froid et il a peur. À la racine de chaque poil, de minuscules muscles se contractent. Sa fourrure prend alors du volume et l'air qu'elle emprisonne joue le rôle d'isolant. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, lorsque nous avons froid ou peur, cela nous donne la chair de poule. Certains os de la mâchoire se déplacent vers l'arrière jusqu'à former une oreille interne sophistiquée. Les autres sens s'affinent aussi. Une fois que les molécules olfactives de chaque odeur sont détectées, ces informations sont transmises par les cellules nerveuses jusqu'au cerveau. C'est ici qu'une nouvelle structure se développe, le néocortex. L'imagination, la créativité et la capacité à communiquer ont leur siège dans cette zone du cerveau. C'est grâce au néocortex que nous pouvons raconter notre histoire. Sans lui, vous ne seriez pas en train de regarder ce film. Voici Batodon. Ce petit animal de 5 cm de long vit comme il peut dans les forêts du Montana il y a 66 millions d'années. Face à la force des dinosaures, il ne peut compter que sur son intelligence. La finesse de nos sens et la vivacité de notre cerveau doivent se développer sous peine d'extinction. Les dinosaures sont peut-être la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Sans eux, nous pondrions sans doute encore des œufs.
En grandissant à l'intérieur du ventre de la mer, la progéniture a moins de chances de succomber aux rapines des dinosaures. Et au lieu de livrer sa descendance à elle-même, la mère va d'abord l'allaiter. Les glandes mammaires sont le résultat d'une mutation de glandes sudoripares. Il y a 66 millions d'années, nous atteignions un tournant majeur de notre évolution. C'est l'apparition d'une nouvelle classe animale. On y dénombre aujourd'hui plus de 4000 espèces, depuis la plus petite des souris jusqu'à la plus grande des baleines, en passant par vous. Ce sont les mammifères. Pour l'instant, ils vivent dans l'ombre des dinosaures. Leur règne va durer plus de 165 millions d'années. Jusqu'à ce qu'un événement cosmique aussi violent qu'inattendu redistribue les cartes. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de la taille de l'Everest s'abat sur la péninsule mexicaine du Yucatan. À 3000 km de là, dans les forêts du Montana, notre ancêtre va bientôt s'engager dans une lutte désespérée pour sa survie. De la roche pulvérisée s'abat sur toute la surface de la planète. La seule issue, c'est de creuser. Les cendres et la fumée bloquent la lumière du soleil. C'est un véritable hiver nucléaire. Les températures chutent, la végétation meurt. Pour les dinosaures, c'est un désastre. Ce sont de gros animaux qui ont un gros appétit. Dans un monde où la nourriture vient à manquer, c'est un vrai problème. Les insectes. Assez résistants pour survivre aux pires catastrophes, ils raffolent des cadavres en décomposition. Et ils font un très bon casse-croûte. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce aux insectes. Notre ancêtre mangeur d'insectes se nomme Purgatorius. Après la disparition des dinosaures, cet animal, long d'à peine 15 cm, devient, avec ses cousins mammifères, le roi improbable du règne animal. Les mammifères forment à présent la classe dominante des animaux terrestres. Ils ont peu de prédateurs et se multiplient sur l'ensemble des continents nouvellement formés. Pendant ce temps, le monde panse ses blessures. Désormais à l'abri de l'appétit des dinosaures, les forêts deviennent luxuriantes. Il y a 60 millions d'années, les arbres fruitiers commencent à prospérer. Colorés et gorgés de sucre, les fruits sont un concentré de nutriments. Ils poussent nos ancêtres à quitter le sol pour aller les cueillir dans les branches. À vie différente, corps différent. Si vous trouvez que cet animal, Altiatlasius, a soudain l'air moins bizarre ou un rien plus familier que ses ancêtres, c'est parce qu'il est le premier membre d'une nouvelle famille qui est aussi la nôtre, les primates.
Il y a 56 millions d'années, ce petit primate vit en parfaite harmonie avec son environnement. Mais le monde qui l'entoure est en pleine agitation. Les changements climatiques brutaux vont ravager l'écosystème pendant près de 10 millions d'années. Les forêts se font plus petites et plus rares, et la nourriture devient plus difficile à atteindre. La queue de notre ancêtre disparaît progressivement. On peut encore sentir ce qu'il nous en reste, à la base de la colonne vertébrale. C'est le coccyx. Ses membres antérieurs s'allongent et deviennent plus flexibles. Ils annoncent les bras que nous avons aujourd'hui. Les changements climatiques ont transformé nos ancêtres. À présent, c'est la planète elle-même qui va se transformer. Sous la surface, deux plaques tectoniques s'écartent. La plaque africaine et la plaque somalienne. Entre les deux, le sol s'affaisse pour former la vallée du rift africain. Le long du rift se dresse une chaîne de montagnes longue de 5500 km. Alors que les pluies venues de l'océan Indien irriguaient autrefois toute l'Afrique, elles sont maintenant arrêtées par ces nouveaux reliefs. Les arbres se font plus isolés encore, et la nourriture plus difficile à atteindre. Affamé, notre ancêtre est prêt à tout pour survivre. Aux grands mots, les grands remèdes. Il y a 4,4 millions d'années, l'instinct de survie qui a guidé nos ancêtres de mutation en mutation, depuis les organismes unicellulaires jusqu'aux primates d'Afrique, est de nouveau à l'œuvre. Ce que notre ancêtre africain va faire, nul primate ne l'a fait avant lui. Dans ce voyage à travers l'évolution qui conduit jusqu'à nous, l'un de nos ancêtres semble confronté à une impasse. Il se nomme Ardipithecus ramidus. Il mesure un peu plus d'1 mètre, pèse 50 kg et son cerveau a la taille d'une orange. Les denses forêts tropicales où il vivait autrefois ont fait place à une végétation clairsemée. Il sait se tenir debout en s'agrippant à des branches, mais pour trouver davantage de nourriture, il va devoir se lancer. Il y a 4,4 millions d'années, il est le premier de nos ancêtres à marcher sur ses deux jambes. Lorsqu'il se tient debout, il a accès à davantage de nourriture qu'il peut saisir de ses mains libres. Comme on pouvait s'y attendre, la marche se développe. Marcher ne constitue pas une aptitude innée, c'est une technique qui doit être acquise. Les descendants d'Ardipithecus doivent apprendre à marcher en imitant leurs parents, tout comme nos bébés aujourd'hui. À l'issue d'une évolution d'1,2 million d'années, nos ancêtres parviennent à marcher plus vite et à couvrir de plus longues distances. Il est maintenant plus facile pour eux de trouver un partenaire, un abri et de quoi se nourrir. Mais, revers de la médaille, l'accouchement est plus difficile. Avec un bassin devenu plus étroit, donner naissance à un bébé totalement terminé est impossible. Aujourd'hui encore, l'accouchement a lieu à un stade précoce du développement du bébé, quand son crâne est encore petit et qu'il est totalement vulnérable. C'est pour cela que nous sommes l'une des rares espèces à consacrer de nombreuses années à élever nos enfants. Nous nous chargeons de les nourrir et de les protéger des menaces du monde extérieur. Notre ancêtre est une australopithèque. C'est l'une des espèces de primates d'Afrique de l'Est qui savent se tenir debout. Haute d'1 mètre à peine, elle ne nous ressemble pas beaucoup. C'est pourtant notre arrière-arrière-grand-tante, une parente au 1000e degré.
Heureusement, ce fauve a déjà mangé. Cette fois-ci, en tout cas. Même en courant, elle est incapable de distancer ses prédateurs. Sa seule chance de survivre, c'est d'être plus maligne qu'eux. Plus elle est intelligente, plus elle vivra longtemps. Une mutation génétique provoque une atrophie des muscles de la mâchoire. Libéré de son carcan, le cerveau peut grandir librement. Il double de volume. Voici Homo habilis. Comme son nom l'indique, il est doué de ses mains. Il se déplace sur ses deux jambes et possède un gros cerveau. C'est le premier d'une nouvelle lignée. Et voici le premier homme. Il est plus grand, plus fort et plus vorace qu'aucun autre de ses ancêtres. Il y a de quoi manger dans la vallée, mais il y a surtout de quoi être mangé. Homo habilis est un charognard. Il vit seul et se nourrit de ce qu'il trouve sur son chemin. L'arête est tranchante. Il vient de fabriquer le tout premier outil. Armés de cette façon, nos ancêtres vont changer le monde. Dans cet environnement impitoyable, une hache primitive peut faire la différence entre la survie et l'extinction. Notre ancêtre doit repousser les prédateurs, éviter la famine et tenir tête à ses cousins. Il n'y a plus de viande. Il va devoir prendre son mal en patience. Mais les os sont remplis de moelle, très riches en nutriments. Les outils lui ouvrent la porte d'une nouvelle vie. Grâce à eux, l'homme cultivera la terre, bâtira les villes et voyagera jusque dans l'espace. La puissance de ses pouces lui permet de mieux utiliser ses outils et donc de récupérer davantage de nourriture. Cet avantage lui permet de vivre plus longtemps. Ceux qui ont des pouces plus robustes dominent bientôt la population. C'est grâce à nos pouces flexibles et puissants que nous pouvons tenir une tasse ou manipuler un stylo. Nous avons retracé l'évolution de nos ancêtres grâce aux fossiles de leurs os. Mais si on réunissait l'ensemble des ossements de nos ancêtres humanoïdes qui ont été exhumés, ils tiendraient dans une voiture. Moins d'un os sur 1 million se change en fossile. Les chances de trouver l'un d'eux sur une surface de plusieurs millions de kilomètres carrés sont forcément minimes. L'immense majorité de ce qui a un jour vécu est perdu à jamais. L'arbre de notre évolution ressemble à un puzzle dont la plupart des pièces seraient manquantes. Mais il y a 1,8 million d'années, nous retrouvons un nouvel ancêtre, Homo erectus. Ses aïeux étaient des charognards, mais lui est un chasseur. Et il travaille en équipe. La chasse est lancée.
L'impala court vite, mais Homo erectus a de l'endurance. Ses épaules basses et son torse allongé assurent sa stabilité. Ses puissants muscles fessiers se contractent et le propulsent en avant. La sueur le protège des coups de chaleur. Sous sa fourrure, l'impala est à bout de force. Le feu. Nos ancêtres ont soudain une idée qui va faire d'eux des êtres humains. La chaleur, la lumière, la sécurité, tout cela est à portée de main. Notre ancêtre s'est emparé de certains pouvoirs de la nature. À l'abri des peurs et du froid de la nuit, toute la famille se rassemble autour du foyer. Les restes archéologiques nous apprennent qu'Homo erectus vivait en groupe et qu'il veillait sur les plus âgés. Grâce à la mise en commun de l'énergie et des ressources pour leur progéniture, ces premières communautés s'assurent une nourriture plus régulière et plus abondante et vivent plus longtemps. La vie en famille constitue un solide atout dans la lutte pour la survie. La viande est trop précieuse pour être gâchée. Cuite, elle est plus facile à mâcher. Les puissantes molaires utilisées pour mâcher la viande crue disparaissent dans les gencives. Toujours présentes chez l'homme moderne, ce sont les dents de sagesse. Plus d'un tiers des êtres humains n'ont pas de dents de sagesse. C'est peut-être le signe que l'évolution va finir par nous en débarrasser. Mâcher et digérer la nourriture est devenu plus facile pour nos ancêtres. Et ils ont de l'énergie à revendre. Leur cerveau atteint maintenant la taille d'un pamplemousse. Depuis qu'il cuit ses aliments, le cerveau d'Homo erectus a doublé de volume. Ce dernier est plus intelligent et compte davantage sur l'entraide que ses prédécesseurs. Mais lorsque plusieurs mâles se côtoient au sein d'un même groupe, les rivalités sont inévitables. La communication permet à nos ancêtres de vivre plus vieux. Leur langue change de forme. De ce fait, la gorge et le larynx reculent dans le cou. La bouche se transforme et s'articule maintenant différemment. Nos ancêtres peuvent produire de nouveaux sons et même des mots. La parole est notre outil le plus précieux. C'est la dernière étape majeure dans l'histoire de notre évolution. Il y a 200 000 ans, et après 3,5 milliards d'années de lutte contre l'extinction, nous arrivons au terme de notre voyage. Nous sommes des Homo sapiens, ce qui signifie hommes sages. Toute proportion gardée, nous avons le plus gros cerveau de toutes les créatures vivant sur Terre. Grâce à nos outils, à la parole et à notre intelligence, nous peuplons l'ensemble des continents. Nous évoluons pour nous adapter à de nouveaux environnements et relever de nouveaux défis. Nous sommes la race humaine, dans toute sa merveilleuse complexité. Si l'on devait tout recommencer, les chances que l'évolution conduise de nouveau jusqu'à notre espèce seraient quasi nulles. Qu'un seul détail change, un prédateur, une mutation aléatoire, et nous ne serions pas ici aujourd'hui pour raconter notre histoire, pour retracer les 4 milliards d'années qu'a duré notre odyssée. Un cerveau volumineux, la parole, de longues jambes, des muscles puissants et des glandes sudoripares pour courir dans la savane.
des pouces robustes pour façonner et utiliser des outils, le coccyx, vestige de l'époque où nos ancêtres à queue grimpaient d'arbre en arbre, des sens aiguisés, l'accouchement et l'accompagnement des nouveau-nés qui nous ont permis d'échapper aux dinosaures, les poumons et les membres grâce auxquels nous avons conquis la terre ferme, le cœur, les yeux, les os et les dents hérités de notre passé aquatique, et jusqu'à l'ADN contenu dans nos cellules. Nous sommes une espèce, une parmi les quelques 10 milliards qui ont peuplé notre planète. Toutes sont issues de cette même cellule qui a pris vie il y a près de 4 milliards d'années.